Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Coup d'État déjoué au Tchad. N'Djamena parle d'une action de déstabilisation du pouvoir menée mercredi soir. Le député de l'opposition Saleh Maki compte parmi les personnes arrêtées. Nous irons également au Rwanda, dans le camp où sont internés les quelques 700 rebelles du M23 depuis mi-mars à la suite des combats. Les autorités rwandaises veulent faire taire les rumeurs sur leur prétendu soutien à la rébellion congolaise. Voilà, je vous l'annonçais, le Tchad affirme avoir déjoué mercredi soir un coup d'État en préparatif depuis plusieurs mois contre le président Idriss Déby. N'Djamena parle d'un groupe d'individus animés de mauvaises intentions. Plusieurs personnes ont été arrêtées dans la capitale, dont Saleh Maki, député de l'opposition. Cette tentative de coup d'État, le gouvernement tchadien s'y était préparé. D'après N'Djamena, les forces de sécurité du pays étaient sur les traces des dissidents depuis décembre 2012. Ce jour, 1er mai 2013, un groupuscule d'individus mal intentionnés a cherché à mener une action de déstabilisation contre les institutions de la République. Plusieurs personnes auraient été arrêtées dans la capitale, des militaires et des civils. Un député de l'opposition, Saleh Maki, est aussi entre les mains des forces de sécurité. Son épouse a été témoin de son arrestation. Elle réfute toute accusation. Il m'a appelé pour me dire que voilà, il n'est pas quelqu'un qui peut faire du mal à une personne. La coalition rebelle tchadienne UFR, qui avait déposé les armes en 2010, a aussi averti en mars qu'elle allait reprendre les hostilités, faute de réelles négociations avec le pouvoir. Le pays n'en est pas à sa première tentative de coup d'État. Le président actuel, Idriss Déby, avait lui pris le pouvoir en marchant sur N'Djamena en 1990. Mais pour les autorités tchadiennes, il faut regarder du côté de la Libye. Tripoli a été accusé d'héberger et d'entraîner des mercenaires tchadiens, des accusations réfutées par les autorités libyennes. Toute cette région de l'Afrique est en proie à l'instabilité. Le Tchad, comme d'autres pays de la région, a envoyé des troupes au Mali pour combattre la rébellion islamiste dans le nord du pays. En mars, des soldats tchadiens auraient tué Mokhtar Belmokhtar. Cet ancien chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique avait revendiqué la prise d'otage d'In Amenas en Algérie. Et pour parler justement de ce coup d'État déjoué, nous avons pu joindre notre confrère du journal Notre Temps à N'Djamena, Gary Djimé. Monsieur Djimé, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Djimé, à l'heure qu'il est, connaît-on réellement l'identité des assaillants? Nous avions appris comme vous également qu'il y a eu tentative de coup d'État à N'Djamena. Et il semble que c'est un groupuscule de personnes qui voulaient mettre en nu le pays. Et il semblerait que l'un des députés qui était derrière cet événement et qu'il serait arrêté et remis entre les mains du procureur de la République. Actuellement, nous aussi, nous sommes à la recherche de les informations pour justifier ou bien pour confirmer ce qui a été déjoué hier. Alors, Gary Djimé, quel est actuellement le climat qui règne à N'Djamena? Pour le moment, à N'Djamena, tout le monde se va à ses occupations, rien perturbe l'administration, tout le monde est sur le marché, la rue n'est pas déserte comme hier parce que hier c'était la fête du travail, mais sinon à N'Djamena, tout se passe bien. Gary Djimé, merci d'avoir été avec nous de N'Djamena. Merci à vous aussi. Nous continuons dans cette édition, opération de communication, opération de transparence. Des autorités rwandaises veulent faire taire les rumeurs sur le sort de la fraction du M23 réfugiée sur son territoire. Près de 700 rebelles y auraient trouvé refuge mi-mars à la suite des combats. Journée porte ouverte au camp où ils sont internés, parmi eux Jean-Marie Runinga, l'ancien chef politique du M23. C'est une première. Le Rwanda a ouvert le camp de Ngoma à la presse et aux diplomates étrangers. À l'intérieur, 682 membres de la rébellion congolaise du M23. Les fidèles de Jean-Marie Runinga qui ont trouvé refuge au Rwanda après la scission et les combats à l'intérieur même de leur mouvement. Jean-Marie Runinga, l'ancien chef politique du M23 qui est là, dans le camp. Il accuse la faction rivale d'être de mèche avec le gouvernement congolais et réfute tout soutien du Rwanda. Le gouvernement de Kinshasa a fait tout pour nous diviser.
en utilisant notamment la corruption, militairement, parce que nous n'avions pas d'appui. Je crois que notre présence ici au Rwanda répond à la thèse dont les gens ont toujours dit qu'on est soutenu par le Rwanda. Si on était soutenu, on ne serait jamais arrivé ici. Dans un coin, des uniformes. Le Rwanda affirme que tous les combattants ont été désarmés. Et s'ils ont été accueillis ici, ce n'est pas en raison d'un quelconque soutien, mais pour des raisons humanitaires. Ils devraient être démobilisés. Vous aurez à passer certainement entre 1 à 5 mois ici. Vous allez sortir d'ici cas par cas pour que vous puissiez avoir l'opportunité de demander l'asile comme tous les autres réfugiés. Mais pas de précision sur l'avenir de ceux qui sont sous le coup de sanctions votées par le Conseil de sécurité de l'ONU et notamment Jean-Marie Runinga. Rebondissement dans l'affaire de la présumée tentative d'empoisonnement du président du Bénin en octobre 2012. Boni Yayi a fait appel au FBI pour étayer ses accusations qui visent l'homme d'affaires et ancien proche Patrice Talon. Les analyses toxicologiques révèlent des résultats troublants. Sur la photo, Boni Yayi, le chef de l'État béninois, et Patrice Talon. À temps révolu, le chef d'entreprise est poursuivi au Bénin. TV5 Monde a pu joindre l'avocat de l'État béninois. Et quelles infractions lui sont reprochées? La tentative d'empoisonnement ou d'assassinat, puisque vous savez que on est sur une qualification juridique qui peut évoluer avec ce que décidera le juge d'instruction en fonction des déclarations qu'il fera et des éléments qui vont s'ajouter à ceux que possède déjà ce juge. Selon la justice béninoise, Patrice Talon aurait fait parvenir à des proches du président un cocktail médicamenteux toxique que le chef de l'État aurait dû prendre le 20 octobre dernier. Les 3 complices ont avoué les faits. Pour l'enquête, ce cocktail de médicaments a été analysé par le FBI. L'agence américaine pointe la présence de substances qui ont été ajoutées aux médicaments que prend habituellement le chef de l'État du Bénin. Du sulfentanyl, de l'atracurium et de la kétamine ont été identifiés dans les échantillons. Des substances qui entraînent une paralysie respiratoire et qui sont mortelles en cas de surdosage. Patrice Talon, poursuivi à 7 reprises pour des crimes et des délits économiques au Bénin, aurait voulu, selon l'entourage du président, se venger de ces 2 gros contrats perdus dans la filière coton et dans le port de Cotonou. La justice béninoise a demandé son extradition à la France où l'homme d'affaires a été placé sous contrôle judiciaire. Lagdar Brahima est-il sur le point de démissionner? Oui, si on en croit à plusieurs sources diplomatiques à l'ONU. Elle indique que le médiateur des Nations Unies et de la Ligue arabe dans la crise syrienne serait gagné par la lassitude et le sentiment d'impuissance. Son prédécesseur Kofi Annan était resté en poste 6 mois. Moins d'1 an après sa nomination en tant que médiateur international pour la Syrie, Lagdar Brahimi serait lui aussi prêt à jeter l'éponge, selon des sources diplomatiques à l'ONU. Le principal intéressé n'a jamais caché la difficulté de sa mission, notamment lors de sa dernière audition devant le Conseil de sécurité. Chaque matin, en me réveillant, je pense que je devrais démissionner. Mais je ne l'ai pas fait pour l'instant. Un jour, peut-être, je démissionnerai. Nommé le 17 août 2012 après la démission de Kofi Annan, Lagdar Brahimi, vétéran de la diplomatie, était prudent dès le départ. Je vais me rendre à New York, puis au Caire. Je vais m'entretenir avec un grand nombre de personnes, et puis on verra ce qu'il sera possible de faire. Le problème n'est pas de savoir ce que je peux faire de différent, mais comment les autres vont se comporter autrement. Selon des diplomates, Brahimi serait lassé par l'incapacité de la communauté internationale de trouver une solution au conflit syrien. L'envoyé spécial de l'ONU et de la Ligue arabe estime que son mandat est mis en péril. D'un côté, le régime syrien est toujours aussi intransigeant. De l'autre, la Ligue arabe, reconnaissant l'opposition syrienne comme représentant légitime du pays, a mis Brahimi dans une situation difficile.
Journée mondiale du travail, les manifestations de la fête du travail ont eu lieu hier à travers le monde sur fond de tensions sociales par endroits en crise depuis plus d'un an. Avec la guerre contre les djihadistes au nord, le Mali n'a pas connu de 1er mai. Un constat fait par Ismaël Obiangzé et Cheikh Tidiane Koulibaly. Le pays se relève progressivement d'une année de crise au nord. En parcourant la presse malienne dans les kiosques à journaux de Bamako ce 1er mai, pas un seul titre consacré à l'événement. Je n'ai pas vu de manif, je n'ai pas vu l'enthousiasme pour valoriser le travail, un peu mais pas trop. Hein. Déçus, pas trop oui, mais certains opérateurs économiques de Médina Chorale, au centre des affaires de la ville, sont bien nostalgiques des retombées de la fête du travail. Le fait de nous priver de cette fête, ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer. Ça se voit, ça se ressent surtout. Sinon, chaque année, la fête de travail, ça se fait bien. Tous les travailleurs le font. Nous qui sommes opérateurs économiques, nous le sentons dans nos affaires. Parce que tous les syndicalistes viennent se ravitailler avec nous au restaurant ici. Quelle fête du travail dans ce contexte de crise? Dar Salam, un autre quartier de la ville, avec ce balai de moto, a peut-être la réponse à la question. Si vous êtes en activité pendant toute une année, je pense que la fête du travail, ça représente beaucoup de choses. C'est un repos. Ils sont nombreux ici qui veulent rapidement tourner la page de cette vilaine guerre imposée au peuple frère du Mali. Ce qu'on a pensé au Mali et autour du Mali, c'est de prier pour que la paix revienne au Mali. Une fête de perdus, 10 de retrouver avec le retour à la normalisation de la situation annoncée. Le Mali célébrera bientôt son 1er mai. Et avant de refermer ce journal, vous allez découvrir avec moi qui est l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. Une nouvelle compétition dont la première édition s'est déroulée ce week-end à Abidjan. Il n'en restera plus qu'un. Voici les finalistes de la première compétition de l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. Ici, on les appelle habituellement les gros bras ou les loupards. Mais aujourd'hui, ce sont des athlètes formés pour devenir des sportifs. Il a fallu que je les forme techniquement. J'ai fait venir même récemment un expert en sport de force. Et ensuite, il a fallu construire le matériel. C'est un matériel qui obéit totalement aux codes, aux dimensions du matériel international. 6 épreuves au total. Ici, les cuisses de Jupiter. Les athlètes doivent soulever autant de fois que possible dans un temps déterminé une charrette de 600 kilos pour le plus grand plaisir du public. Je supporte mon mari. Oui, je veux qu'il gagne. Je tape beaucoup, je tape fort. Oh, ils sont très formidables, très performants. Parce que c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, c'est des kilos qui sont là. Voilà, c'est des charges. Après 6 heures de compétition, la dernière épreuve, les boules de l'Atlas, un classique international des jeux de force. Chaka Zulu, 1m95 et 120 kg, le grand favori de la compétition prend alors un avantage décisif avant d'être proclamé, quelques minutes plus tard, l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. C'est grâce au travail. C'est pas que tu restes à la maison pour venir, que tu es gros bras et tu vas devenir champion. C'est le travail. Pour le vainqueur, de nombreux prix, dont une voiture et le prestige de détenir le titre pour les 12 mois à venir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.africaptelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.